Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Les défis sécuritaires et de développement sont à l'ordre du jour de la visite au Niger aujourd'hui du secrétaire général de l'ONU, accompagné de plusieurs responsables d'institutions africaines et internationales, notamment l'Union africaine, l'Union européenne, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Hajj 2013, l'heure est au bilan. Des pèlerins s'interrogent sur la direction prise concernant donc la somme versée sur la restauration. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Mina? Précision dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Une mission des responsables des institutions onusiennes conduite par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est arrivée ce matin à Niamey. Une visite qui entre dans le cadre d'une tournée dans 5 pays du Sahel, initiée par l'Organisation des Nations Unies. Tout de suite, l'ambiance de l'accueil avec nos reporters Asman China sur des images de Khalidou Brema. C'est à 10h20 que l'avion transportant le secrétaire général des Nations Unies s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Rui Hamani de Niamey. À sa descente d'avion, Ban Ki-moon a été accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement Brigitte Raffini. La délégation de haut niveau a eu droit à des manifestations culturelles avant d'être saluée par des membres du gouvernement. Ils étaient tous à l'aéroport de Rui Hamani, les membres du gouvernement, les responsables des institutions onusiennes au Niger. C'est un accueil plein de chaleur qui a été réservé à la délégation. Des chants et danses traditionnelles du Niger bien appréciés par les visiteurs. Après son arrivée à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, cette importante délégation conjointe ONU-UA, Banque mondiale, Banque africaine et Union européenne a été reçue au palais du gouvernement par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issou Mamadou. Sur place, nos reporters Issa Hamid Meyaki et Ibrahim Amadou. En cette place du palais du gouvernement, le décor familier auquel nous sommes permanemment habitués ne nous a jusqu'ici presque jamais laissé observer un tel bouleversement. Pour un jour pas ordinaire, voilà effectivement un jour pas du tout ordinaire à la présidence de la République du Niger. Et les drapeaux à l'honneur qui flottent allègrement au gré d'un vent complice circonstanciel en disent long sur l'importance de ce jour et viennent tous souligner son caractère particulier. À côté de nos couleurs nationales, l'emblème de l'Organisation des Nations Unies, ONU, celui de l'Union africaine, UA, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, BAD, et de la Commission de l'Union européenne. Les voir alignés tous, en même temps que notre emblème national en ce haut lieu de la République du Niger, reste et demeure le signe palpable, pour ne pas dire visuel, de l'importance de ce jour. En fait, pour être juste et exact, voici d'ailleurs même un jour particulier pour le Niger, particulier pour les Nigériens et son président de la République qui accueille d'un trait, d'un coup et d'une traite pratiquement l'ensemble des grands décideurs économiques, financiers et politiques à l'échelle mondiale ou continentale. Et à un chef d'État à qui s'offre cette opportunité, voilà une situation profitable et salutaire qu'on ne saurait mieux lui souhaiter. Le président de la République du Niger, à qui sourit donc cette chance, n'a pas à s'en plaindre. Au contraire, ce jour est du genre mémorable pour un chef d'État dans la gestion des affaires publiques qu'il est judicieux de savoir capitaliser à fond. Cette entrevue vaut toute sa signification et épargnerait certainement des déplacements inutiles, voire foireux. Grand jour pour recevoir nos hôtes, 2 Asiatiques, un Européen, une Africaine. Certes, mais nous tenons à mentionner la présence remarquable de 2 illustres de nos compatriotes. Il s'agit de Ibrahim Hassan Mayaki, tout à côté de Zuma, de l'Union africaine, et de Mohamed Lamine Zen, tout proche du patron de la Banque africaine de développement, BAD. Un jour, donc pas ordinaire,
et illuminés ainsi par ce mérite reconnu à des Nigériens qui ouvrent, disons, la voie aux autres. Ibrahim Hassan Mayaki au NEPAD est pour Madame Zouma de l'Union africaine ce que se révèle désormais Mohamed Lamine Zen pour Kaberuka de la Banque africaine de développement. À l'occasion de la visite au Niger du secrétaire général de l'ONU, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a lancé un appel à l'action sur les défis démographiques dans le Sahel. Un appel lancé depuis la tribune du Palais Congrès de Niamey devant un panel d'invités. Le résumé avec Hassan Salem Mustafa. Cette visite de haut niveau est une opportunité que le président de la République a saisie pour lancer un appel à l'action sur les défis démographiques en Afrique, notamment au Sahel. Un appel du président Issoufou Mahamadou au nom des autres chefs d'État et de gouvernement des pays du Sahel. La vraie richesse de tous les pays, en particulier ceux du Sahel, réside dans les peuples. La population des pays du Sahel est majoritairement jeune. Par exemple, 2 Nigériens sur 3 ont moins de 24 ans. C'est à la fois une chance et un défi majeur. C'est un défi majeur car ces jeunes doivent être nourris, éduqués et soignés. Une fois formés, ils doivent trouver des emplois. C'est une chance car ils constituent un immense potentiel de production de richesses. Les pays du Sahel peinent à exploiter ce formidable potentiel car beaucoup d'enfants meurent encore avant leur 5e anniversaire. Et plus de la moitié sont malnutris. Toutes les filles et tous les garçons ne bénéficient pas d'une éducation adéquate. Les pays du Sahel peinent à exploiter ce potentiel car les jeunes filles sont en butte au mariage précoce qui mettent en danger leur vie et celle de leurs enfants. Certes, au niveau mondial, le Niger est depuis 1990 le pays ayant réduit le plus considérablement la mortalité infantile. Nous avons également réduit la mortalité maternelle. Nous avons fait aussi beaucoup de progrès dans le domaine de l'éducation. Cependant, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. En effet, quand je regarde vers le futur, je constate que la génération de mes enfants sera numériquement 3 fois plus importante que la mienne. Cela signifie que vont s'accroître tous les besoins futurs, alors même que les besoins présents sont loin d'être satisfaits. Nous devons créer les conditions nous menant vers plus d'opportunités productrices de biens, faire en sorte que, par exemple, la modernisation du secteur rural aide à atténuer la pression sur les terres, pression génératrice de conflits, et que cela accroisse la prospérité des Nigériens. En tant que père et chef d'État, je veux que nos enfants, au Niger et dans tout le Sahel, profitent des meilleures opportunités que la vie puisse leur offrir. Je suis convaincu que les autres chefs d'État partagent cette même vision d'un meilleur avenir pour leur peuple. Le bien-être familial est une aspiration profonde des sociétés en général, celle du Sahel en particulier. Pour réaliser cette aspiration, chaque femme, chaque enfant doit être en bonne santé, bien nourri, bien éduqué, afin d'avoir la possibilité de prendre en main son propre destin. Je renouvelle donc mon engagement, ainsi que celui du gouvernement, à investir dans la santé et la nutrition de nos femmes et de nos enfants, d'éduquer mieux et de laisser plus longtemps nos filles à l'école, de ne pas les marier très tôt, de travailler avec tous pour garantir une meilleure santé des familles et offrir un meilleur avenir aux jeunes. Je suis convaincu que mes homologues chefs d'État dans le Sahel agiront dans le même sens. J'invite nos partenaires internationaux à accompagner les pays du Sahel sur ce chemin qui nous conduira vers une région plus riche, plus prospère et plus inclusive. Un appel à l'action écouté attentivement par le patron de l'ONU,
la présidente de la Commission de l'Union africaine et le président des institutions bancaires. Mais pour que cela soit une réalité, il faut prendre en compte certains aspects, estime Ban Ki-moon. Et je demanderai aux dirigeants d'écouter les femmes et les filles, d'entendre ce qu'elles disent de leurs besoins et de leurs préoccupations, de faire en sorte que les femmes aient voix au chapitre. Aux hommes, manifestez-vous en faveur de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Pour que l'action démographique paie des dividendes, il y a beaucoup de travail concret à faire. Il faut investir dans les jeunes pour qu'ils puissent réaliser pleinement leur potentiel. Il faut améliorer les soins de santé pour les femmes et les filles. Il faut accroître l'accès au planning familial, relever l'âge du mariage, scolariser davantage de filles, combattre le VIH-Sida. Le développement social et économique du Sahel ne peut être donc possible sans l'engagement et la détermination des chefs d'État à s'investir pleinement dans la promotion des secteurs sociaux de base. Juste après le palais congrès, la délégation conduite par le secrétaire général de l'ONU était en fin de soirée à l'Assemblée nationale où les différents responsables se sont prononcés. Dans son intervention devant les élus nationaux, Ban Ki-moon a rendu un hommage à notre compatriote Aïchatou Mindaoudou, en mission de l'ONU actuellement en Côte d'Ivoire. On écoute le secrétaire général de l'ONU. L'ONU est fière du travail qu'elle accomplit avec les Nigériens depuis des années pour élaborer des solutions durables. Nous faisons front commun pour accélérer la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, y compris grâce à l'ambitieuse initiative de transformation de l'agriculture intitulée « Les Nigériens nourrissent les Nigériens » ou 3N. Nous sommes résolus à appuyer les efforts que vous déployez pour promouvoir la bonne gouvernance et mettre en place des institutions efficaces et fiables. Nous collaborons pour appuyer les initiatives que vous lancez afin d'élargir les perspectives d'avenir des Nigérians, en particulier les jeunes, et de leur donner des moyens de subsistance viable. Nous sommes déterminés à faire tout ce que nous pouvons pour que les femmes, les filles du Niger aient accès à un enseignement de qualité, de bons emplois, à des soins de santé dignes de son nom et puissent participer à la vie politique, y compris ici au Parlement. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de me joindre au président Issoufou lorsqu'il a lancé un appel à l'action dans le domaine démographique. À l'ONU, je fais ce qui est en mon pouvoir pour que les femmes aient davantage de moyens d'action. Pour la première fois, 5 opérations de maintien de la paix des Nations Unies sont dirigées par des femmes. J'ai choisi une éminente Nigérienne, Madame Aïchatou Mindaoudou Suleiman. Je l'ai nommée pour diriger la mission en Côte d'Ivoire, une de nos plus vastes opérations. Elle accomplit un travail remarquable. Je suis fier d'elle. Je sais que vous êtes aussi. Le Niger contribue au maintien de la paix et de la sécurité mondiale par beaucoup d'autres moyens également. Je salue les quelques 2000
courageux Nigérians qui participent à des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, du Mali à Haïti, en passant par la République démocratique du Congo et d'autres pays. Notons que cette délégation des responsables des institutions onusiennes, conduite par le secrétaire général Ban Ki-moon, a quitté Niamey ce soir même et direction Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Autre aspect de ce journal, Hajj 2013, cette année, ce sont environ 12 000 Nigériens qui étaient en terre sainte de l'islam pour accomplir ce devoir religieux, le 5e pilier de l'islam. La plupart d'entre eux sont donc déjà de retour au pays. Mais cette année, l'on déplore une mauvaise restauration de nos pèlerins, notamment à Mina. Le reportage est signé Michel Légy. À leur arrivée pour le compte du Hajj 2013, la joie et la satisfaction se lisaient sur les visages des pèlerins nigériens de retour au Bercail après avoir accompli les rites du 5e pilier de l'islam. Même si, selon les organisateurs impliqués, le bilan est globalement satisfaisant, du côté de certains pèlerins, l'on garde toujours des tristes souvenirs, notamment en ce qui concerne la restauration des pèlerins. Là, c'est la catastrophe. Il ne s'agit pas de... Il ne faut même pas parler de négligence. Négligence, ce n'est pas fort. Parce que moi, je puis vous rassurer qu'il y a des milliers de pèlerins qui sont partis et qui sont revenus, qui n'ont pas mangé la nourriture préparée par la commission. Le coup de massue est arrivé quand j'ai vu des Nigériens faire le rang pour aller chercher la nourriture chez les Tchadiens. Là, j'ai pleuré au fond de moi parce que je me suis dit que c'est notre, si vous voulez, c'est même notre souveraineté qui est entamée. Parce que je ne peux pas comprendre que tous les pèlerins payent 60 000 francs pour manger et aller faire le rang chez les Tchadiens pour chercher à manger. Même avis du côté de certaines agences de pèlerinage comme Amana Islam. Nous-mêmes, pratiquement, nous avons passé une journée sans avoir accès au repas. On n'a pas eu le repas quotidien même toute la journée parce qu'on s'est plaint même au niveau de la Kobo. Et il fut un temps même que le restaurateur même a dit qu'il est fatigué, il va interrompre le contrat. Moi, je ne sais pas comment ils se sont arrangés pour continuer parce que vraiment, sérieusement parlant, la restauration là, si on peut revoir ça, l'essentiel c'est vraiment de laisser les gens, de ne pas prendre les frais de restauration là, laisser les gens se manger à leur faim avec leurs sous. N'eût été ces manquements dans l'ensemble, la commission en charge de l'organisation du Hajj et la Umrah semble gagner le pari cette année en ce qui concerne l'organisation du pèlerinage proprement dite. Il revient donc à tous les acteurs de prendre en compte ces manquements pour une meilleure organisation des pèlerinages à venir. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Et c'est toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.